Bonjour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le Cinési avec le cabinet Cornier Avocat. Comme à notre habitude, nous sommes accompagnés de Sébastien Monetto, associé du cabinet Cornier Avocat. Et contrairement à d'habitude, nous ne sommes pas accompagnés de Camille Charousset qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, mais ça vous donne l'occasion de voir une nouvelle tête qui a intégré le Cinési. Il s'agit de Maxime Riolet, qui m'accompagne dorénavant au service juridique du Cinési en qualité de juriste droit social. Bonjour. Vous avez sans doute eu l'occasion pour beaucoup d'entre vous de recevoir des réponses à vos questions qui venaient de Maxime. Donc, ça vous permet de mettre un visage sur un nom. Alors, brièvement, le thème d'aujourd'hui, c'est plus un thème d'actualisation en droit social, puisque nous allons aborder la loi santé du 2 août 2021. Qui en fait est paru en 2021, mais qui est entré en vigueur pour la plupart des dispositions le 31 mars 2022. Ce qui explique pourquoi nous avons choisi de faire le webinaire maintenant et de perturber un petit peu notre programme parce qu'il était prévu, il était prévu un autre thème plutôt sur les modes de rupture, mais on le fera la prochaine fois et on a préféré laisser la priorité à l'actualisation sociale. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions dans l'onglet discussion. On y répondra tout au long du webinaire. Et vous pouvez... alors, il y a aussi l'onglet questions-réponses. Comme on est tous les trois en présentiel, aujourd'hui, on va plutôt privilégier l'onglet discussion pour que toutes les questions-réponses, se trouvent vraiment au même endroit. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Sébastien qui va commencer par un petit préambule sur l'obligation de santé et sécurité en général pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Et ensuite, on abordera les différents apports de la loi. On va peut-être partager le document. Voilà. Parfait. Donc voici la thématique, comme vous l'indiquez Marion, les nouveautés issues des décrets relatifs à la loi santé au travail du 2 août 2021, qui était une loi qui avait pour objet de renforcer la prévention relative à la santé des salariés, et les décrets qui sont parus le 18 mars dernier sur la notion d'évaluation des risques. C'est la raison pour laquelle nous avons axé notre webinaire ce matin sur ce thème-là. Au préalable, nous souhaitions vous rappeler une définition. C'est quoi l'obligation de sécurité dans une entreprise de l'employeur vis-à-vis de ses salariés? C'est tout simplement une obligation de moyens renforcés et non une obligation de résultat. Alors là, c'est très juridique, cette distinction moyen-résultat. En fait, l'employeur doit mettre tout en œuvre pour tenter d'atteindre, d'éviter toute atteinte à la santé du salarié. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident du travail que l'employeur est automatiquement responsable. Ça serait une obligation de résultat dans ces cas-là, empêcher l'accident du travail ou l'exposition à un risque. Non. En revanche, le Code du travail et la jurisprudence qui s'est développée autour de cette thématique-là vient imposer une obligation dite de moyens, c'est-à-dire mettre en place l'ensemble des moyens pour éviter que le risque se réalise. Un exemple, c'est celui du harcèlement moral ou celui du harcèlement sexuel. L'approche est exactement la même. C'est-à-dire que l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention pour éviter l'exposition au risque, informer de l'existence, et une fois qu'il a été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, d'avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le risque. Donc, on ne va pas venir sanctionner un employeur parce qu'il y a une exposition au harcèlement, mais plus parce qu'il y a résultat du harcèlement, les conséquences du harcèlement. Je ne sais pas si c'est tout à fait subtil, mais nous allons rentrer dans les détails, dans les exposés de ce matin. Les actions qu'on attend de votre part en tant qu'employeur sont celles d'agir en formation, en information, le fameux DUERP, pour être plus précis, le document unique d'évaluation des risques professionnels, mettre en place un plan de prévention, des actions afin de limiter les risques et réagir immédiatement en cas d'alerte. Vous avez là en fait le périmètre de l'obligation de sécurité relatif à la santé, aux conditions de travail des salariés qui pèsent sur l'employeur, et ce périmètre est décliné au final sur les différentes thématiques que nous allons aborder ce matin
Maxime nous parlera de la nouvelle définition du harcèlement sexuel et des conséquences que vous allez avoir au sein de votre structure par rapport à cela. Nous enchaînerons avec l'obligation renforcée de l'employeur en matière de prévention des risques et de suivi, le fameux document unique et le suivi médical. Marion nous parlera des règles liées à la formation en matière de santé, sécurité. Nous poursuivrons avec l'évolution sur la négociation collective, les qualités de vie au travail, qui devient qualité de vie et conditions de travail. Maxime nous parlera du rôle consolidé des services de santé au travail et je conclurai cette matinée avec la prévention sur la désinsertion professionnelle des salariés malades, maladies de longue durée. Nous verrons les conditions par rapport à cela. Je vous rappelle, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, l'onglet discussion pour pouvoir exposer. Nous répondrons à chacune de vos questions à la fin de chacune des thématiques. Maxime, donc, nouvelle définition du harcèlement sexuel. Donc, la loi santé a comme apport majeur, en tout cas, la modification du coup, de la définition du harcèlement sexuel au travail, qui conduit du coup à une extension des actes qui constituent le harcèlement sexuel au travail. Ce n'est, pour rappel, du coup, le harcèlement sexuel était constitué par des propos ou des comportements sexuels, à caractère sexuel répété. Désormais, on prend également en compte du coup, les propos et comportements à connotation sexiste. D'autre part, elle est complétée de sorte à ce que le harcèlement sexuel puisse être constitué par des propos venant de plusieurs personnes, que ce soit de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'entre elles, même si effectivement chacune d'entre elles n'agit pas de façon répétée. Elle est également du coup complétée par le fait que plusieurs personnes peuvent de manière successive avoir des propos, des comportements de caractère sexuel ou sexiste, même en l'absence de concertation, dès lors qu'ils ont conscience que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition. Là, en l'espèce, pour le harcèlement sexuel, c'est le fait que le salarié subisse du coup ces propos ou ces comportements. Donc, il n'y a pas forcément de caractère intentionnel des auteurs. Ce que vous pouvez faire, du coup, ce que vous devez faire, c'est la mise à jour du règlement intérieur, du coup, qui prend en compte ces modifications. Et dans un rôle proactif, c'est mettre en place des actions de prévention sur ce sujet pour sensibiliser du coup les salariés et de fait tenter de prévenir du coup de tels agissements pour qu'ils n'aient pas lieu au sein de vos structures. Peut-être ajouter que finalement cette nouvelle définition harmonise en fait la définition qu'on avait côté pénal, où on retrouvait ça pouvait paraître incohérent qu'au niveau pénal on avait une définition, côté droit du travail une autre, et l'apport de cette loi a eu le mérite au moins d'harmoniser ces deux aspects. Exactement. Au-delà du harcèlement sexuel, en tant qu'employeur, vous avez des obligations renforcées en matière de prévention des risques et de suivi. C'est le fameux DURP que j'ai annoncé tout à l'heure en introduction. Je vous rappelle, document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation dès que vous embauchez votre premier salarié. L'employeur doit recenser, évaluer les risques qui existent dans l'exercice de son activité. C'est une identification, une classification des risques, le niveau de risque encouru par les salariés, et enfin l'obligation de prévoir en fait des actions de prévention pour justement se prémunir de la réalisation de ces risques. Toute modification des conditions d'élaboration et d'actualisation de ce document, sur les entreprises de plus de 11 salariés, la mise à jour doit être obligatoirement annuelle. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, la mise à jour va se faire en fonction de la modification des conditions d'exécution du travail, des conditions d'exécution de l'activité. Ce n'est pas une obligation annuelle de le faire. Bien évidemment, il y a l'obligation d'associer le fameux SPST, il y a beaucoup d'acronymes ce matin, c'est le service de prévention et de santé au travail, c'est du travail pour être plus direct. Ce document unique devra déboucher sur des actions de prévention et de risques, contre les risques, en sachant que, attention, pour ceux qui sont de plus de 50 salariés, vous avez l'obligation de faire PACT, c'est-à-dire un programme annuel de prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail, qui va reprendre grosso modo les mêmes obligations, identification, classification, action. Si vous êtes doté d'un CSE, bien sûr, il y a une consultation annuelle ou à chaque actualisation, donc selon que vous êtes
plus ou moins de 11 salariés. Et enfin, le décret nous indique que la durée de conservation est de 40 ans, plus une obligation de déposer sur une plateforme dématérialisée votre document unique d'évaluation des risques professionnels, et ce, à partir de juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Ce document est véritablement important parce qu'on s'aperçoit, en tout cas dans le contentieux du harcèlement, ou de la dégradation des conditions de travail, ou de la pression, comme on peut le voir, les salariés n'hésitent pas à demander où est le document unique d'évaluation des risques. Et à défaut d'avoir fait ce travail-là, justement, vous êtes, en tant qu'employeur, mis à défaut d'avoir respecté votre obligation, et ça crée un a priori, en tout cas, de non-prévention de la part de l'employeur sur ses salariés et sur les risques encourus par le salarié. Donc, je vous le rappelle, document unique, il doit être établi dès le premier salarié engagé. Il s'agit d'une identification, d'une évaluation et d'un plan d'action pour limiter les risques, la réalisation de risques relatifs à la santé des salariés. Je me permets une petite précision sur la durée, la date de mise en œuvre de juillet 2024. Il y a eu une petite frayeur d'un décret qui semblait, pour justement les plus petites structures, mettre l'obligation de mise en œuvre à partir du 30 septembre 2022. Donc du coup, le CINESI a alerté l'UDES sur la difficulté que ça allait pouvoir engendrer pour les plus petites structures. Et en fait, l'UDES a directement alerté la Direction générale du travail, qui en fait a confirmé qu'il s'agissait d'une coquille. De toute façon, la plateforme n'est même pas encore mise en œuvre actuellement. Donc voilà, restez bien sur la date de juillet 2024 et non l'obligation au 30 septembre 2022 qui est une erreur du décret. Voilà. Merci Marion. Obligation renforcée également s'agissant des visites et des rendez-vous médicaux. Les décrets vient modifier en fait l'approche du suivi médical des salariés. Il y a une évolution des modalités de suivi qui dorénavant pourra être réalisée par un médecin dit praticien correspondant, qui ne sera pas forcément un médecin du travail, mais qui sera en collaboration, qui travaillera en collaboration avec celui-ci. Il y a la possibilité, pandémie, post-pandémie, j'ai envie de dire, c'est le développement du distanciel, depuis le 31 mars dernier, d'organiser des visites médicales à distance, bien sûr sous condition de l'acceptation du salarié, du patient. Les visites médicales, nous avons des nouvelles règles, nous avons une nouvelle visite de mi-carrière à partir de l'âge de 45 ans. Il y a surtout une visite de reprise qui est à nouveau modifiée, ça doit faire 5-6 ans, c'est le troisième régime qu'on a en 5-6 ans sur les délais. Dorénavant, aujourd'hui, on avait des délais alignés de 30 jours, qu'on soit en maladie simple ou en maladie non professionnelle. Professionnelle ou non professionnelle, pardon. À présent, on a une distinction pour les maladies non professionnelles. La visite de reprise ne sera obligatoire qu'au-delà de 60 jours d'absence d'arrêt maladie. Pour les maladies à caractère professionnel, donc accident de travail, maladie professionnelle, cette visite de reprise devra toujours être organisée après 30 jours d'absence d'arrêt maladie. La visite de pré-reprise, elle, pourra être proposée lorsque l'arrêt dépassera une durée de 30 jours et il n'y a pas de distinction selon qu'on soit professionnel ou non professionnel. Un nouveau rendez-vous sur le médical, qui n'est pas tout à fait une visite médicale. Je vous rappelle, on connaissait déjà, on avait déjà eu une réforme antérieurement sur la visite d'embauche qui s'est transformée non plus en visite médicale selon les conditions, mais plus une visite sur l'information des conditions de travail et autres. Ici, nous allons retrouver ce rendez-vous de liaison sur les actions de prévention, sur les examens de pré-reprise, sur les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation du poste de travail. Bien sûr, le référent handicap pourra participer à ce rendez-vous de liaison. Voici en ce qui concerne les nouveautés s'agissant des visites et des rendez-vous médicaux. À noter, attention, qu'il y a un élargissement puisque l'ensemble du suivi de la santé au travail en tant qu'employeur va aussi s'élargir sur tout ce qui est personnes intermédiaires, tout ce qui est sous-traitants, prestataires qui pourraient intervenir dans vos structures. Ces personnes-là sont employeurs et ont leur obligation vis-à-vis de leurs salariés. Et vous avez aussi un regard sur l'état de santé et les rendez-vous médicaux à prendre sur les personnes qui sont mises à disposition par vos prestataires ou vos sous-traitants. Voilà, je regarde donc les discussions, questions-réponses.
Pour l'instant, tout est calme. Peut-être un questionnement justement sur ces 60 jours. Alors c'est bien finalement une obligation, hein, donc en dessous de 60 jours, vous n'avez pas l'obligation. Après, il y a l'opportunité et votre obligation de sécurité en parallèle, c'est-à-dire qu'un salarié qui reviendrait au bout de 50 jours d'absence pour maladie non professionnelle et que vous voyez a priori que ça va peut-être être compliqué la reprise, peut-être qu'il sera opportun de finalement saisir quand même la médecine du travail pour voir s'il y a des aménagements à mettre en œuvre par rapport à cette absence. Et finalement, voilà, même si l'obligation serait d'organiser la visite médicale si le salarié avait été absent jusqu'au 60e jour, voilà, il faut toujours avoir à l'esprit votre obligation de sécurité renforcée, comme le rappelait Sébastien, et aussi juger un peu cas par cas ce qui semble le plus opportun par rapport à cette obligation. Exactement, ce 60 jours, c'est une durée planchée au final. C'est-à-dire qu'on pourra toujours vous reprocher de ne pas avoir organisé la visite de reprise après les 60 jours. En revanche, on ne vous reprochera jamais de chercher à en organiser une ou d'en organiser une avant les 60 jours selon le profil du salarié et malade. Maintenant, on sait aussi que il est question de venir aménager tout ce qui est médecine du travail qui se retrouve assez en danger. Et nous avons des délais aujourd'hui qui sont très très longs. Pour pouvoir obtenir une date et organiser la reprise du salarié. Au-delà du suivi des visites, des rendez-vous médicaux, les règles liées à la formation en matière de santé et sécurité. Marion. Alors oui, effectivement, alors cette formation des élus n'est pas une nouveauté en soi, c'est-à-dire qu'elle existait déjà auparavant. Lorsqu'on parle des élus, ça comprend aussi le référent harcèlement sexuel qui doit être mis en place au sein des CSE. La nouveauté en fait et l'apport de cette loi, c'est qu'elle est venue fixer la durée minimale de formation pour les membres du CSE au-delà du CSSCT où là on avait déjà une durée de fixée. Par contre, on n'en avait pas pour les membres du CSE. Donc maintenant, cette durée, elle est de 5 jours minimum de formation. 3 jours lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de mandat, donc un salarié qui est nouvellement élu au sein de votre CSE, donc il aura le droit à 5 jours minimum de formation, alors que s'il s'agit d'un renouvellement, la durée de la formation sera un peu moins longue, parce qu'on prend en compte qu'il a déjà reçu en théorie une première formation. Pour les personnes donc, qui sont donc dans le CSSCT, donc la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui est mise en place obligatoirement dans les structures de plus de 300 salariés, là, la formation sera un petit peu plus longue et il n'y a pas de distinction entre renouvellement et premier mandat, a priori. Ce sera 5 jours. Le financement est assuré donc, par l'employeur. On est encore en attente des décrets d'application de cette mesure. Ceci étant, il y avait déjà des décrets applicables auparavant. Comme je vous disais, ce n'est pas une formation nouvelle, elle existait déjà. Et donc, du coup, lorsque la formation est mise en place, le Code du travail prévoit déjà en fait les organismes de formation, enfin un arrêté prévoit déjà les organismes de formation qui seront compétents. Succinctement, c'est plus les organisations syndicales salariées qui sont représentatives au niveau national et interprofessionnel, mais vous pouvez aussi, le salarié pourra aussi aller voir auprès des institutions de travail, des facultés, etc. Alors, à compter du 31 mars 2022, donc, même si c'est à l'employeur normalement de financer cette formation, les OPCO, dans le cadre de leur plan de développement de compétences des moins de 50 salariés, vont être sollicités pour participer à ce financement. La formation est-elle obligatoire pour tous les membres du CSE? Tout à fait. Exactement. C'est alors à la fois les titulaires et les suppléants. Oui, tous ceux qui sont susceptibles de connaître en fait et d'être interrogés, y compris en cas d'un remplacement temporaire. Pourquoi on vise aussi les suppléants pour tout ce qui est la santé, sécurité et conditions de travail, effectivement. Et dans le cadre de la formation, un deuxième apport de cette loi, c'est donc la création du passeport prévention. Alors là, petite nuance par rapport à ce qu'on vous disait sur la date d'application de cette loi, qui était donc le 31 mars 2022. Là, on est plutôt autour du 1er octobre 2022,
parce qu'on est en attente, en fait, tout simplement des décrets d'application. La loi ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que ce sera donc à l'employeur de venir compléter les informations sur les certificats, les diplômes obtenus dans le cadre de la formation relative à la santé et à la sécurité par le salarié. L'organisme de formation pourra également venir compléter ce passeport prévention, ainsi que le salarié pour les formations auxquelles il aura pris l'initiative. Alors, on est encore en attente de précision sur ce passeport prévention, mais d'après un rapport du Sénat, finalement, l'apport de ce passeport prévention, c'était vraiment d'avoir un suivi concret des formations du salarié, et ça aura vraiment un intérêt pour les formations obligatoires pour connaître la date à laquelle le salarié a reçu la formation et à la date à laquelle il devra renouveler cette formation. Voilà, donc on en saura un peu plus dès la parution du décret. Pour le moment, le Synesi n'a pas non plus n'a pas eu non plus connaissance du projet de décret à travers l'UDES. Là, c'est vraiment silence radio. C'est vraiment silence radio, effectivement. Comme vous le comprenez, on est véritablement en train de travailler sur la traçabilité des mesures relatives à la santé, à la sécurité et à la prévention. On l'a vu tout à l'heure, le document unique que l'employeur doit faire. Là, on est sur une vision qui est plus collective, sur l'ensemble du collectif de travail, sur l'ensemble de l'activité et de l'entreprise, qui est le recensement du risque et le plan d'action pour éviter ces risques. Et là, nous avons un passeport, donc une vision plus individuelle sur c'est quoi moi, en tant que salarié, c'est quoi mon niveau en fait, de compétences que j'ai pu obtenir sur la prévention de mes propres risques, sur la réalisation de mon travail. Donc, nous voyons qu'il y a un vrai tournant aujourd'hui de traçabilité pour qu'on puisse à tout moment, qu'on devra vraiment à tout moment justifier est-ce que les salariés ont ou non suivi la bonne formation au bon endroit. J'ai en tête un exemple qui, moi, c'était la semaine dernière, on n'est pas sur un chantier d'insertion, mais plutôt dans l'industrie, où a été remis en question au final la formation du salarié sur la manipulation d'une machine. Bien évidemment, cette question se pose suite à un accident du travail. Donc, il est nécessaire de rapporter la preuve que la personne a véritablement été formée, sensibilisée sur les risques encourus par la manipulation de la machine. Donc, maître mot, traçabilité relatif à la prévention. Sachant que dans cette loi, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que autant l'employeur devra compléter ce passeport prévention, autant par contre l'accessibilité des informations de ce passeport prévention, la loi dit que le travailleur peut autoriser l'employeur à y avoir accès. Donc voilà, il y a une petite nuance. Il complète le passeport, mais il pourra lire les informations qu'il y a dessus si le travailleur lui a donné l'autorisation d'y accéder. Exactement. Donc, nous avons vu prévention collective, prévention individuelle. Nous souhaitions aborder aussi les modifications qui ont été apportées sur la négociation annuelle obligatoire, sur cette thématique de conditions de travail et de sécurité, puisque dorénavant, nous avons une transformation de l'obligation de négociation sur les QVT, donc qualité de vie au travail, qui deviennent qualité de vie et les conditions de travail. Donc, on est véritablement sur un élargissement du périmètre de l'appréciation, encore une fois, de la santé et de la sécurité du salarié. De qui il s'agit? Il s'agit des entreprises de plus de 50 salariés, je vous rassure, soumises à l'obligation de négocier annuellement, c'est-à-dire celles qui ont un délégué syndical qui a été désigné. On négocie sur quoi? Nous devons négocier sur donc la qualité de vie au travail, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, plus les conditions de travail, élargissement. Signification de tout cela, c'est que la QVT, donc qualité de vie au travail, vise d'abord les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance et dans le cadre de son organisation. Voici en tout cas ce qui avait été retenu déjà en 2013 par l'accord l'ANI relatif à la QVT. Pour ces entreprises de plus de 50, je sais que vous n'êtes pas forcément très nombreuses dans le secteur, l'entrée en vigueur est prévue dès le 31 mars 2022, c'est fait. Nous sommes le 5 mai, je vous rappelle, mais ne s'applique pas aux NAO qui sont actuellement en cours au sein de ces structures. Donc, ça sera rendez-vous en 2023 pour les négociations annuelles obligatoires de 2023.
Ah oui, regardons s'il y a des petites questions. Je suis toujours gaucher. OK. Le cinquième point que nous souhaitions mettre en valeur suite à la réforme de cette loi SODEF sur la santé et la sécurité, et Maxime, le rôle consolidé des services de santé au travail. Alors, autre changement de la loi santé, c'est effectivement que les services du coup, de santé au travail deviennent les services de prévention et de santé au travail. Donc, leur champ est élargi pour du coup intégrer, comme ce changement de nom l'indique, l'accès prévention. Ces services vont pouvoir du coup avoir un rôle élargi, notamment pour prévenir par exemple des consommations d'alcool, de drogue, pour conseiller du coup les employeurs sur les risques professionnels, pour participer par exemple à des campagnes de vaccination ou encore de dépistage. Et au sein du coup, des services de prévention et de santé au travail, il devra être mis en place une cellule dédiée à la prévention des insertions professionnelles, ce qui peut du coup prendre la forme d'actions individuelles par rapport au profil du coup, des salariés, par rapport par exemple à leur âge, à leur santé physique ou psychique, et peut prendre du coup la forme d'actions collectives de prévention, notamment pour prévenir ces risques et du coup éviter l'inaptitude à terme, par exemple, du coup, pour prévenir les risques liés aux lombalgies, par exemple, ou alors à l'utilisation du coup de dispositifs de sécurité au travail, justement pour éviter un événement qui pourrait causer à terme une inaptitude sur le long terme avec la multiplication de gestes répétés, de gestes qui seraient mal répétés. Nous voyons on est dans la continuité au final. Encore une fois, on a vu tout à l'heure, quand on a parlé du document unique d'évaluation, que le service de prévention et de santé au travail pouvait être une aide, un appui pour l'employeur. On ne vous laisse pas en tant qu'employeur complètement seul et désœuvré, si je puis me permettre, sur comment agir, réagir, le recensement, c'est quoi le plan d'action, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et on voit qu'on vient vous aider avec la mise à disposition de ce service à améliorer en tout cas les conditions de travail des salariés pour éviter effectivement les accidents de travail ou les maladies professionnelles par la prévention collective ou individuelle. Oui, c'est vrai qu'on nous a déjà posé la question finalement d'accompagner la structure dans la mise en place de son document unique. Mais finalement, le mieux placé pour vous accompagner dans la rédaction du document unique, c'est tout simplement les services de santé au travail. Qui pourront, ont très souvent un pôle dédié à cela et vous propose en fait gratuitement en plus, dans le cadre de leur accompagnement, de vous aider à la rédaction, sachant qu'ils sont habilités à se déplacer au sein de vos structures, donc ils pourront vous aider à identifier différents postes qui seraient problématiques par rapport au risque d'accident du travail. Peut-être pour préciser, justement en lien avec ce qu'on disait, la charge des médecins du travail, que ces actions de formation elles peuvent être faites et organisées par le médecin du travail, mais aussi par un membre de l'équipe pluridisciplinaire que le médecin du travail va désigner, ce qui pourrait potentiellement lui permettre de décharger cette part-là et du coup de pouvoir assurer cet aspect de prévention. Oui, et puis répondre à la problématique de la disponibilité du médecin du travail. C'est ça. Du coup, on dit, j'entends, soit une infirmière. Ah oui, et quand c'est comme ça, c'est pas le médecin du travail qui se déplace. Non, non. Très bien. Dernier point que nous souhaitions mettre en avant sur cette réforme, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades. Nous avons effectivement un pan qui a été instauré sur la vigilance, en tout cas, des travailleurs qui sont soit en arrêt de travail très long, soit considérés comme inaptes à l'issue de leur arrêt de travail. C'est un dispositif qu'on appelle un essai encadré par le biais de la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Il s'agit d'un essai encadré de reprise de travail dans un cadre d'une quatorzaine, de 14 jours, afin d'apprécier la véritable étendue de la capacité à reprendre ou non son poste avant de pouvoir prononcer peut-être une aptitude totale, partielle, ou pouvoir trancher véritablement sur la continuité du salarié à ce poste de travail et son adéquation.
Ça s'adresse désormais à l'ensemble, également aux travailleurs déclarés inaptes. Donc, l'objectif, c'est de favoriser l'apprentissage d'un nouveau métier, c'est de pouvoir favoriser le reclassement possible. Je vous rappelle, quand vous êtes confronté à une inaptitude du médecin du travail, une déclaration d'inaptitude du médecin du travail, ça ne nécessite pas automatiquement la rupture du contrat de travail. Il y a quand même une obligation préalable de rechercher un poste dit de reclassement, c'est-à-dire un poste qui correspond aux compétences, à l'expérience déjà acquise par le salarié, un poste sur lequel il pourrait, si besoin, y avoir une formation, sans être une formation dite importante ou dite initiale, donc c'est une petite formation de quelques semaines pour pouvoir adapter le salarié. Et ce n'est qu'un défaut d'opportunité de reclassement que, en tant qu'employeur, vous pourrez envisager la rupture du contrat de travail et un licenciement. La rédaction de la lettre, d'ailleurs, ça fait un pont sur le prochain webinaire, mais la rédaction de la lettre est importante. Vous ne licenciez pas parce que le salarié est inapte, mais parce que suite à l'inaptitude, vous n'avez pas eu de solution de reclassement. C'est ce défaut de reclassement qui engendre l'inaptitude. Donc, je reviens sur notre histoire de prévention et de désinsertion professionnelle. L'objectif ici, c'est d'essayer d'accompagner le salarié qui va avoir une problématique de réinsertion après un arrêt maladie ou après un accident du travail et de pouvoir mieux l'adapter soit à son poste, soit à un autre poste de travail. Je vois que nous avons une question. Atteignant le seuil d'effectif, nous allons prochainement mettre en place le CSE. Je suppose que vous allez bientôt atteindre les 11 salariés, qui va prendre un sens intéressant dans le cadre de cette loi en matière de santé au travail, mais l'instance ISCT est-elle également obligatoire? Effectivement, il ne faut pas confondre. Là, on parle vraiment des obligations que la loi impose dans le cadre des représentants du personnel légaux qui ont été maintenant harmonisés dans le CSE. Effectivement, au niveau de la branche, il existe une instance conventionnelle, donc qui est l'ISCT, l'instance santé conditions de travail, et qui continue d'exister tant que finalement la convention collective n'a pas été mise à jour et que les partenaires sociaux n'ont pas décidé de supprimer cette obligation. Donc, dans les structures de moins de 50 salariés, donc l'ISCT est une instance conventionnelle donc, obligatoire à mettre en place. Par contre, effectivement, elle n'a pas les mêmes compétences que le CSE en matière de santé au travail. C'est-à-dire que là, tout ce qui vient de vous être présenté sur l'obligation de formation des représentants du personnel, tout ce qui est, voilà, là, on ne l'a pas précisé, mais en fait, les membres du CSE ont des compétences spécifiques en matière de santé et sécurité au travail, qui ne sont pas les mêmes selon si votre structure a moins de 50 salariés et plus de 50 salariés. Et donc, du coup, voilà, il faudra bien faire la distinction entre les deux et reprendre finalement les compétences du l'ISCT telles qu'elles sont décrites au sein de la convention collective et les compétences du CSE telles qu'elles sont décrites au sein du Code du travail et ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire que l'ISCT n'est pas compétente, ne pourra pas remplacer le CSE sur les compétences du CSE en matière de santé et sécurité. L'ISCT, c'est vraiment une instance qui avait été mise en place pour prendre la difficulté d'intégrer les salariés en insertion au dialogue social, tout simplement, parce qu'effectivement, généralement, ils ont pas atteint la condition d'ancienneté qui est la condition d'éligibilité d'un an. Et donc, du coup, au niveau de la branche, il y avait vraiment le souci de les intégrer sur tout un tas de questions de santé et sécurité. Mais voilà, ça reste des prérogatives qui est un peu différente que celle du CSE. Et je vous invite sur cette question, on avait fait un webinaire sur justement l'ISCT, la commission insertion et le CSE entre le partage des compétences de chacun. Et je vous invite vraiment à aller le regarder, surtout maintenant que vous allez mettre en place votre CSE. Exactement.
Alors, pour illustrer, hein, tout à l'heure, on a commencé en parlant de harcèlement sexuel ou de harcèlement tout court. Donc, il est évident que si vous avez un danger grave et imminent, une déclaration, une alerte qui est faite par un salarié sur sa situation ou sur la situation qu'il constate auprès d'un autre salarié, ce n'est pas la ISCT, je ne vais pas y arriver, qui devra être saisie, c'est bien le CSE dans votre obligation de déclencher une enquête contradictoire pour venir vérifier si les accusations sont réel et pour pouvoir déterminer quel est le type de plan d'action qu'il faudra mettre en œuvre pour faire cesser le dit harcèlement. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est surtout tout ce qui concerne vos obligations de sécurité, en priorité, votre CSU qui sera compétent. Donc, au-delà de la prévention de la désinsertion professionnelle, au-delà de la convention de rééducation professionnelle en entreprise, nous avons également prévention de la désinsertion professionnelle avec l'assouplissement de tout ce qui est projet de transition professionnelle. Alors, vous savez, depuis un certain nombre d'années, on a vu développer des régimes qui vont permettre aux salariés de venir se réorienter professionnellement. Alors, on avait la mobilité volontaire sécurisée, c'est celle de pouvoir aller travailler ailleurs pendant le contrat de travail, pendant un temps donné, et puis si ce nouveau contrat de travail me convient, venir rompre le contrat qui est suspendu chez vous, par exemple. Mais nous avons aussi tout ce qui est projet de transition professionnelle qui permettent de mobiliser le compte personnel de formation et qui est réservé aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant 2 ans d'ancienneté. Et il nous fallait ces 2 années pleines pour pouvoir prétendre à partir en transition professionnelle grâce à l'appui de son CPF. Nous voyons avec la loi santé et les décrets d'application que sont aménagés cette durée de 2 ans. Nous allons considérer qu'en tout cas, on va faciliter la transition professionnelle pour un salarié qui aurait eu une absence, une absence au travail dans une maladie professionnelle, une absence au travail d'au moins 6 mois consécutive ou pas d'un accident de travail et une absence au travail d'au moins 6 mois consécutive ou pas d'une maladie ou d'un accident non professionnel. Donc là, dans ce cadre du projet de transition professionnelle, l'accent est mis à ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont envie d'arrêter d'exécuter, d'arrêter le travail qu'ils exécutent, tout en pouvant mobiliser leurs droits à leur CPF. Et la condition de 2 ans donc, vient être remise en cause en cas de maladie longue, assez longue en fait, hein, sur plusieurs mois, sur 6 mois, ou de maladie professionnelle, pour que le salarié puisse se réinventer et se diriger vers d'autres types de qualifications pour peut-être faire un autre travail qui ne sera pas chez vous du coup, au final, ou peut-être même chez vous, pourquoi pas, on peut parfaitement l'imaginer. Donc vous l'avez compris, les apports de la loi et du décret sur la santé et les conditions de travail sont assez riches. Nous avons vu que l'harcèlement sexuel avait été revu, nous avons vu que les obligations ont été renforcées s'agissant du document unique d'évaluation des risques professionnels et du suivi médical. Nous avons vu que les règles liées à la formation en matière de santé et sécurité ont été revues et qu'il va y avoir ce passeport de prévention que l'employeur devra tenir à jour de prévention, passeport individuel du salarié. Nous avons vu que les qualités de vie au travail sont devenues des qualités de vie et des conditions de travail. Nous avons vu que le service de santé au travail son rôle vient d'être renforcé pour mieux vous accompagner dans vos actions de prévention s'agissant de la santé et des conditions de travail. Et nous avons vu enfin que la prévention relative à la désinsertion professionnelle était aussi un des chantiers importants de cette réforme. Nous avons donc fini notre panel et notre présentation, en tout cas des points forts qui pouvaient intéresser les adhérents du Cinési sur ces thématiques de qualité de vie et de conditions de travail. Donc, une intervention et un webinaire assez technique au final aujourd'hui, parce que c'est surtout une redéfinition du cadre d'intervention, une redéfinition de votre obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.
Comme il reste un petit quart d'heure, je vais en profiter donc, pour deux choses, si vous me le permettez. Oui. Déjà, on va annoncer le thème du webinaire de la semaine, pas de la semaine prochaine, mais du mois prochain, donc, qui aura lieu le 9 juin. Qui sera donc sur les modes de rupture du contrat de travail. Donc, ce sera une occasion de rebalayer tous les modes de rupture sans s'arrêter comme nous l'avions fait la dernière fois sur la procédure disciplinaire. Là, on sera vraiment les modes de rupture type rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude, insuffisance, etc. Et j'en profite pour vous dire également, et finalement ça rebondit un petit peu à la question que nous avons eue sur comment retrouver les webinaires. Là actuellement, donc, nous avions mis en place un site internet qui va être qui a été complètement refondu et qui une newsletter va vous être envoyée pour vous informer, vous donner l'accès au nouveau site internet, mais voilà, qui se veut plus ergonomique, plus facile à utiliser. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller. Et en fait, à partir de ce site internet, donc vous aurez des accès adhérents et vous pouvez vraiment retrouver tous les anciens webinaires qui ont été faits, les documents qui accompagnaient ces webinaires. Mais au-delà de ça, en fait, vous y retrouvez toutes les ressources qui sont mises à disposition par le Synésie, donc qui sont rangées par thème. Et donc, notamment, nous avions été accompagnés par le cabinet Cornier Avocat pour vous mettre à disposition des modèles de contrat de travail. Vous pouvez les retrouver. Il y avait un modèle de règlement intérieur, vous pouvez le retrouver, d'ailleurs, qui sera sans doute mis à jour par rapport à aux nouvelles obligations que nous avons vues aujourd'hui. Voilà, il y a tout un tas de thèmes, il y a des fiches synthèses faites par le Synésie. Vous avez une foire aux questions où on abonde la foire aux questions assez régulièrement parce qu'il y a des questions qui reviennent, que vous posez et on remarque qu'elles reviennent assez souvent. Donc, on abonde notre foire aux questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller souvent sur notre site internet, à vraiment l'utiliser comme un outil d'aide sur les questions juridiques et de droit social. Et donc, du coup, voilà, vous devriez avoir un peu moins de mal à vous y connecter par rapport à avant. On s'est assuré que la récupération de mot de passe sera vraiment beaucoup moins compliquée qu'actuellement. Donc, voilà, on est vraiment ravis de ce nouvel outil qu'on va pouvoir vous mettre à disposition. Mettez-le dans vos favoris, consultez-le et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi si des fois il y a des éléments que vous ne trouvez pas et que vous trouveriez intéressant qu'on ajoute. Pourquoi pas, voilà, envoyez-nous un mail, on vous dira si oui ou non c'est faisable, mais n'hésitez vraiment pas. Voilà, c'était le petit moment pub. C'est le moment lien en fait, surtout avec vos adhérents. Tout à fait. Donc un site bien plus ergonomique, si j'ai bien compris. C'est ça. On pourrait même le montrer. Je ne sais pas s'il y a accès à Internet. Accès Internet là-bas. Oui. Ah bah, allons-y. Comme il reste, bon, on va pas passer un quart d'heure dessus, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Je vais prendre la souris. Merci. Alors, comme vous pouvez voir, effectivement, donc, il a été complètement repensé. Donc, maintenant, vous retrouvez directement donc, les dernières actualités, les infos à la une, donc, qui sont des fois un petit peu différentes que les dernières actualités. Par exemple, là, actuellement, on a décidé de mettre en avant l'observatoire de branche qui a été rendu par le cabinet donc, Synoptique et Cadra, qui sont des statisticiens, qui nous ont aidés à faire l'observatoire. Donc, vous pouvez le consulter à tout moment sur notre site internet. Vous avez des accès directs, donc vous pourrez accéder au bulletin d'adhésion, l'organisation du Synésie, si vous voulez en savoir plus sur comment le Synésie fonctionne. La branche ACI, c'est pareil, si vous voulez en savoir plus, parce que c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué de se dire, mais c'est quoi le Synésie, son rôle dans la branche, etc. Donc, vous pourrez en savoir plus. Si vous voulez aussi avoir des informations sur l'ensemble des adhérents du Synésie, il y aura donc toutes ces informations avec nos partenaires et notamment le cabinet Cornier Avocat. Nous avons donc effectivement, donc là, en haut à gauche, vous aurez donc accès à votre espace adhérent. Donc, oula. Ouais. Je ne sais pas si. Oui, il le voit, je crois. Voilà. Eux, ils ont un plein. Ah, ça ne s'ouvre pas, ça.
Oui, c'est ça. Tu peux la déplacer là. Tu peux le réduire par contre, je crois. Ouais. Ouais. Voilà, appuie sur le blanc. Hop. Ah bah, elle est réduite. Hop. Et donc, l'accès adhérent, s'il veut bien. Il est en train. Il est en train. Voilà. Donc Voilà. là, vous mettrez votre identifiant, donc c'est le même qu'avant. Donc c'est ADH00 et puis votre numéro adhérent et votre mot de passe. Donc là, on est en train de faire les dernières modifications techniques sur voilà, la gestion des identifiants, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas encore envoyé une information. Mais il vous suffira en fait de faire mot de passe perdu pour réinitialiser un nouveau mot de passe. Ça enverra à l'adresse mail donc, du directeur de la structure ou de l'adresse mail du président selon l'adresse qu'on a, ou de la personne mandatée, voilà, c'est lorsqu'on n'a ni l'un ni l'autre. Et donc, vous pourrez renouveler. Et une fois que vous aurez rentré vos identifiants, bon, je ne vous fais pas la démonstration. Si vous voulez accéder aux ressources et par exemple, vous voulez retrouver les modèles de contrat de travail, il vous suffira d'aller donc dans nos missions. Hop, dans nos missions, accompagner donc les employeurs de la branche et donc dans les ressources. Et là, pardon, c'est Elle est capricieuse. la souris capricieuse. Je vous assure que ce sera beaucoup plus simple. C'est la matière. Oui, c'est bon. Donc, dans nos ressources, là, pas de panique, il n'y aura rien parce qu'en fait, là, voilà, on n'est pas connecté, mais lorsque vous serez connecté, vous aurez donc accès à tous nos documents mis à disposition. Voilà, donc on espère que vraiment, ce sera vraiment un outil d'aide pour vous et n'hésitez pas à aller le parcourir dès que vous aurez la newsletter avec qui déclenchera les opérations. Voilà. Bah, très bien, encore une fois, un grand merci. Bah, merci. Merci à tous. Autre point? Non, c'est bon, c'est terminé. Merci de votre participation et puis au 9 juin. Donc, merci beaucoup, merci à tous et rendez-vous au 9 juin sur les modes de rupture autres que disciplinaires, parce que disciplinaire, nous l'avons évoqué le mois dernier. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.